Voilà, donc papier nickelé à la Foire du Livre de Bruxelles pour évoquer le monde merveilleux des héros. Alors nous avons un héros qui s'appelle Astro Boy et là tout de suite, au-dessus de lui, nous avons Nicolas Télop qui est l'auteur de cette monographie sur Astro Boy. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, Astro Boy, la robotique, on en parle beaucoup au cinéma, mais le personnage d'Astro Boy, j'ai l'impression qu'il est un peu oublié de beaucoup de gens aujourd'hui. On reparle de Tezuka, mais alors qu'est-ce qui fait que vous avez voulu le mettre aujourd'hui en lumière dans cette collection? Parce que c'est un personnage auquel je tiens beaucoup. C'est un personnage qui comme pour Dick d'ailleurs, n'a pas nourri mon enfance parce que je l'ai pas fréquenté très régulièrement lorsque j'étais en âge de regarder par exemple les dessins animés qui étaient diffusés à l'époque à la télévision. Mais j'ai quand même vu un ou deux épisodes qui m'ont profondément marqué. Et bizarrement, sans l'avoir jamais vraiment fréquenté avec assiduité, c'est un personnage qui est resté ancré en moi. Et lorsque j'ai fait mes études, je suis allé dans des villes un peu plus importantes, j'ai eu accès à des publications d'Astro Boy par Tezuka et je me suis plongé dans cette bande dessinée et j'ai redécouvert ce personnage et ça m'a permis un peu d'avoir une première source d'explication sur la fascination que je pouvais éprouver pour lui lorsque j'étais enfant. Et lorsque il a été question que j'écrive un livre pour la collection de la Fabrique des héros, c'est un des premiers personnages qui m'est venu à l'esprit parce que ça me donnait vraiment l'occasion d'approfondir le regard que je pouvais porter sur lui et puis comprendre en fait pourquoi il m'avait tant marqué alors que j'étais pas très proche de lui en termes de fréquentation. Oui, parce qu'un robot finalement, c'est pas forcément des gens qu'on a forcément envie de fréquenter. Alors pourquoi? Parce que du coup vous avez cherché pourquoi il vous a marqué ce personnage. Alors déjà, il y a une explication qui est donnée par Tezuka lui-même, parce que lui-même n'était pas intéressé par ce personnage-là. Ça c'est intéressant à mettre en perspective parce que quand il a créé Astro, c'était pour un manga qui s'appelait L'ambassadeur Atom. Oui. Et c'était un personnage très secondaire. C'était un personnage comique en fait, c'était le robot déshumanisé, froid, ridicule, duquel on pouvait rire. C'était un clown. Quand on dit à la suite de Bergson qu'il faut plaquer pour faire rire la mécanique sur le vivant, c'était exactement ça. Sauf qu'il n'y avait même pas de vivant, c'était que de la mécanique. Et au fur et à mesure de l'élaboration de ce récit, il a pris un peu plus de place, il est devenu le héros. Et c'est lui qui sauve la situation. Et l'éditeur de la revue dans laquelle c'était publié, il enjoint très fortement Tezuka à choisir Astro comme personnage principal d'une série à venir. Et Tezuka tombe un peu des nues et il se dit mais non, c'est pas possible, ce n'est qu'un robot, c'est une machine qui est froide, comment les enfants peuvent s'identifier à lui? Et l'éditeur lui dit mais c'est déjà fait. Les enfants sont déjà identifiés à lui, les enfants le considèrent déjà non plus seulement comme un robot mais comme un enfant comme eux. Et c'est le déclic pour Tezuka et c'est là qu'il commence à comprendre que son personnage il dépasse un peu la vision qu'il avait donnée à la base. Oui, on peut pas soupçonner Tezuka d'être transhumaniste a priori. Non. Non. Parce que c'était pas. Et alors la question de l'enfance, parce que quand on voit la façon dont vous avez structuré votre ouvrage, vous avez vraiment l'idée de l'archétype de l'orphelin. Vous refaites toute une histoire de la bande dessinée autour de cet archétype qui est très fort, et effectivement de l'idée de l'enfance. Et du coup, comme si ce personnage, on arrive à oublier son côté machine. C'est-à-dire que là, on est dans une espèce de... et là, alors pourquoi le titre Un cœur de fer? Parce que logiquement, un cœur de fer, c'est quelque chose, quelqu'un qui a un cœur de fer, c'est quelqu'un qui n'est pas humain, qui est inhumain, qui serait un salopard. Mais c'est pas le cas là, du coup. Donc non, là, il y a quelque chose qui est... Ce cœur de fer, c'est par opposition justement à cœur de pierre. Oui, c'est cœur de pierre. C'est cœur de pierre, oui. L'être humain, effectivement, est un beau salopard. Là, au contraire, c'est l'opposé. C'est le combat du pot de fer contre le pot de pierre. Oui. Et l'idée, c'est que si les humains, eux, ont un cœur de pierre,
Astro, lui, il a un cœur de fer et c'est bien mieux. Parce que lui, il est fidèle à ses idées, il est fidèle à ses sentiments, il est fidèle à ses idéologies, et c'est ce qui va le guider dans toutes ses aventures. Et sans doute que, au-delà de ça, la vraie qualité qui est celle d'Astro, c'est qu'effectivement que ce soit un enfant. Et je voulais vraiment faire un livre autour de la figure de l'enfant parce que de toute façon elle est centrale chez Astro, elle est centrale aussi en bande dessinée parce que les bandes dessinées classiques du XXe siècle mettent la plupart du temps en scène des enfants. Même Batman, dont il a été question à l'instant, finalement c'est un enfant qui a été coupé de sa croissance à l'époque où il a été témoin du meurtre de ses parents. Et finalement ça reste un grand enfant quoi, Batman, avec ses jouets, ses grands jouets dans sa cave, il se déguise, il a des fétiches, ses meilleurs amis, enfin en tout cas ses compagnons, ce sont des enfants, les différentes instances de Robin par exemple, enfin bref. Et Astro, il incarne vraiment ça parce que c'est un enfant qui est condamné à rester enfant toute son existence, à jamais en fait. Et Tezuka ne s'est jamais caché du fait qu'il s'était inspiré un peu de Pinocchio, et sauf que, à la différence de Pinocchio où le personnage réussit à devenir un vrai enfant à la fin du livre et à partir de là pourra commencer à grandir, Astro lui est condamné à rester un enfant pour toujours, mais c'est sa principale qualité. Parce que c'est ces qualités d'enfant qui vont faire de lui un héros avec toute l'empathie, toute la générosité et toute la soif de justice et d'égalité qu'il va porter à chaque aventure. Non, ce qui est très fort, c'est qu'effectivement, quand on revoit, moi j'ai revu l'animé, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous êtes en train de dire que là, une machine, on arrive à croire qu'une machine peut avoir de l'empathie. Hein, c'est le premier à faire ça. Ouais. C'est totalement le message contraire qu'avait Philippe Cadic quand il fait son œuvre. Hein. Et ça, c'est vrai que du coup, c'est très bluffant de voir le. Alors, cette accroche, elle se fait d'après vous, parce que c'est. Qu'est-ce qui a fait ce succès, cette identification? Est-ce que c'est plus les animés? Parce que les animés, je crois qu'il y en a énormément, il y en a plus de 200 séries. Et la série Astro elle-même, il y a 6 volumes, je crois, chez Glénat. Donc oui. Vous avez tout relu, tout ça? Vous avez revu un petit peu et... Parce que je me suis appuyé aussi sur l'édition Dark Horse aux États-Unis, qui est plus complète, qui n'est pas complète, parce que l'édition japonaise va plus loin, mais c'est la plus complète qui m'était accessible parce que je ne sais pas lire le japonais. Et oui. Et donc il n'y a pas d'édition chez Delcourt en ce moment, ils sont en train de rééditer Phoenix par exemple, mais il n'y a pas de réédition de. Peut-être qu'ils l'envisagent, mais il n'y a pas le corpus complet en français, hein, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas le corpus complet. Et alors du coup, vous, qu'est-ce qui vous a... Est-ce qu'on peut dire que la deuxième saison de film en couleur où Tezuka supervise, c'est ce que vous dites un peu, moi j'ai pas tout vu, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus adulte, beaucoup plus mûr que la première saison qui était faite par des studios qui étaient en noir et blanc. Elle est plus dure. Elle est plus, elle est pas plus mature, hein, je pense pas. Je pense qu'elle s'adresse aux enfants. Elle est beaucoup plus puérile quelque part que la série. Et elle édulcore certains aspects. Mais la mort du personnage de Tobio, qui est le modèle d'Astro, elle est aussi mise en scène. Parce qu'il faut savoir que Astro, c'est le fantôme d'un enfant mort. C'est le professeur Tenma qui travaille sur un robot, qui veut faire en sorte qu'il soit le plus puissant du monde. Et à ce moment-là, il y a son fils qui meurt dans un accident de voiture. Et pour lui rendre hommage, il lui donne les traits de son fils. Et très vite, en fait, il adopte Astro comme étant en fait l'ersatz, la copie de son fils. Mais ça se retourne contre lui parce qu'à partir du moment où il s'aperçoit que son robot, il sait que c'est un robot, et pourtant il s'aperçoit à un moment donné qu'il ne grandit pas, il n'évolue pas, ça ne va pas devenir plus tard un jeune homme et plus tard un homme. Et c'est pour cette raison qu'il le rejette. Donc il y a une position très particulière chez Tenma. Il sait très bien qu'il a créé un robot, que ce robot ne peut pas évoluer, ça restera un objet tel qu'il est toute sa vie. Et au bout de quelques temps, il le rejette pour cette raison même. Et
c'est ce qui est raconté à plusieurs reprises dans le manga, et c'est ce qui ouvre la deuxième série animée des années 80. Sauf que ça réoriente un petit peu l'histoire. Oui, donc là, il y a plus de 50 épisodes qu'on trouve peut-être sur Internet. Et alors, qu'est-ce que vous pensez d'Astro au cinéma? Bon, il y a eu un film, mais moi, j'ai l'impression que le personnage, il a plus influencé les réalisateurs que le film qui est sorti dernièrement. Ça, moi, j'ai pas par rapport quand on compare au manga originel, on est un peu déçu quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il est pas. S'il avait été fait par les Japonais, ça aurait été différent. Là, c'est un regard occidental. Et ça aurait été Astro, ça aurait été Pinocchio dans le futur, ça aurait été pareil. Je pense qu'on n'a pas. C'est un film qui n'a pas réussi à saisir quelle était l'identité d'Astro, quelle était la dimension tragique de son histoire et de sa condition. En fait, le fait d'être coincé à un âge où il ne peut pas évoluer. Après, il a influencé d'autres films, par contre. Par exemple, est-ce que vous avez... Stanley Kubrick était absolument admirateur de Tezuka. Il avait même tenté de l'engager pour faire le design de 2001 Odyssée de l'espace, en tout cas participer au design. Tezuka n'avait pas voulu, n'avait pas pu y aller parce qu'il ne se voyait pas vivre à Londres pendant plusieurs mois. Et quand Kubrick envisage de faire le film qui s'appelle Intelligence artificielle, AI, c'est clairement en fait en hommage à Astro, un personnage de robot qui est abandonné, qui se retrouve plus ou moins orphelin parce que sa mère ne veut plus de lui, quoi. Enfin sa mère, la possestrice, quoi. Et quand il envisage de faire ce film, c'est vraiment, je pense, une adaptation déguisée d'Astro. Et film qu'il ne fera pas, mais qui va léguer en partie à son collègue et ami Steven Spielberg et qui en fera un très beau film. Et la postérité d'Astro, du coup, par rapport à l'œuvre d'Urasawa, comment vous avez lu ça, le travail? C'était magnifique. Oui. Enfin, Naoki Urasawa est très talentueux et il n'a pas besoin de réinvestir des univers qui lui sont étrangers pour faire l'œuvre de Mille-Feux, mais le Pluto, la mini-série Pluto est extraordinaire. Elle vient juste après 20th Century Boys, qui était déjà une sorte de chef-d'œuvre, l'aboutissement dans la carrière de Urasawa. Et là, il y a une sorte de dépassement encore, parce que il réinvestit la figure d'Astro dans un contexte qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup moins enfantin et beaucoup plus dur aussi. Et il en fait vraiment, pour le coup, une sorte de polar, comme il sait bien le faire, avec une dimension mélodramatique très importante. C'est vraiment une très belle relecture, tout à la fois poétique et métaphysique. De toute façon, l'œuvre de Tezuka et Astro en particulier s'y prête totalement. Voilà, donc effectivement, derrière là, est-ce que Tezuka et Philippe K. Dick qui se rejoignent ou pas du tout finalement, à un moment donné? Pas du tout, j'ai l'impression. Pas du tout, comme ils ne se rejoignent pas non plus Tezuka et Asimov, Isaac Asimov. Il n'y a pas de sorte de loi de robotique. Si, il y en a, mais chez Asimov, la loi de la robotique, elle est censée pallier à une absence de morale. C'est-à-dire que si on dit qu'il ne faut pas tuer un être humain, c'est parce qu'on se dit qu'un robot, n'ayant pas de sentiments, n'ayant pas de sentiment de culpabilité, n'ayant pas non plus les barrières morales qui sont celles d'un individu, il pourrait très bien tuer un être humain sans que ça lui pose de problème. C'est pour ça que chez Asimov, il y a les lois de la robotique, qui sont en fait des moyens de protéger l'être humain de cette invention qui est sinon formidable. Asimov le considère le robot comme quelque chose d'extraordinaire. C'est un nouvel outil pour l'humanité. Il faut s'en protéger un minimum et c'est les lois de la robotique qui sont en charge. Chez Tezuka, il y a des lois, mais c'est des lois qui visent à priver les robots de liberté. Parce que les robots sont assez mal vus du reste de l'humanité en fait. Il y a une sorte de racisme anti-robot. Et les lois, c'est bien sûr ne pas faire de mal aux humains, mais Astro n'a pas besoin de cette loi-là pour savoir que c'est mal. Et puis aussi, c'est ne pas quitter le pays dans lequel ils vivent, ne pas utiliser certains pouvoirs, etc. etc. Et Astro, il va enfreindre plusieurs fois ces lois. Et ça montre bien que c'est pas un robot complètement déshumanisé à
Asimov ou même du côté de chez Kadik, parce que c'est un robot qui sait très bien faire la différence entre ce qui est mal et ce qui est bien, et qui sait aussi enfreindre les lois quand c'est nécessaire. Quand enfreindre les lois, à l'image de Batman, c'est pour que on puisse rendre justice et faire œuvre d'héroïsme et sauver une partie de l'humanité. Ouais, il aurait presque une conscience morale à vous entendre, c'est assez... Il a une conscience morale. Il a une conscience morale et Tezuka le représente très souvent en train de pleurer, en train de douter, en train de paniquer parce que justement il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je respecte la loi qui m'est imposée ou est-ce que je l'enfreins? Si je l'enfreins pas, mon ami le professeur Oshano Mizu va mourir. C'est au-delà du calcul mathématique, c'est au-delà de la machine à calculer qui est celle d'Asimov où quelquefois effectivement il essaie de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau grille. Chez Astro, non. Il faut qu'il fasse un choix en pleine conscience. Et ça prouve bien qu'il y a une conscience. Tout ça est très mystérieux. Alors, pour les gens qui veulent découvrir Astro Boy, à part bien sûr lire votre ouvrage, qu'est-ce que vous conseilleriez pour rentrer dans l'univers? Vous conseilleriez plutôt de lire les mangas, de voir, il y a un épisode, un petit conseil de visionnage et de lecture. Si on est enfant, il faut regarder le dessin animé. On va commencer par lequel alors? Le début. Le début, deuxième saison? Enfin, la deuxième époque. Oui, bien sûr, les années 80. Les années 80, voilà. Celui de 82. Et les premiers épisodes mettent directement dans l'action. Et c'est sans doute les plus beaux, parmi les plus beaux en tout cas. Alors, mais après, si on n'est pas enfant, c'est quand même difficile. Oui, alors si on veut relire le manga, quel est votre épisode du manga qui vous a le plus touché peut-être par rapport à ce personnage? Sans doute en français, c'est l'île du serpent de mer. En deux mots, pourquoi? Vous en parlez un petit peu, mais allez-y, pour donner envie de lire, parce que c'est important. Eh ben c'est Astro, c'est le premier et sans doute le seul grand amour d'Astro, qui tombe amoureux d'une petite fille. Et là, c'est un épisode où justement, il enfreint une loi, parce que il est en villégiature au bord de la mer, il découvre des bouteilles avec des lettres à l'intérieur, c'est des appels à l'aide, et il se dit qu'il faut aller chercher la source de cet appel à l'aide, sauf qu'il peut pas, parce qu'il ne peut pas quitter le pays dans lequel il vit. Et la nuit tombée, il se dit c'est pas possible, il faut que j'y aille, je peux pas laisser quelqu'un qui a besoin de moi dans l'adversité sans lui apporter mon aide. Et donc il part la nuit, toutes les nuits, chercher la source de cet appel à l'aide, et puis avec toutes les aventures fantastiques extraordinaires et propres à la science-fiction de Tezuka que ça va faire naître. Et surtout il fait une rencontre absolument cruciale pour lui, parce que la personne qui écrit ces lettres jetées à la mer, c'est une petite fille dont il va tomber amoureux. Mais comme lui c'est un robot, il n'y a pas forcément de happy end. Il n'y a pas forcément de happy end. Mais c'est ce qui en fait une très belle histoire d'amour. Voilà, écoutez Nicolas, merci de nous aider et de nous donner envie de redécouvrir cet univers. Alors est-ce que vous allez écrire des essais sur des humains prochainement? Vous avez d'autres choses de prévues, sur d'autres héros qui vous intéresseraient? Bah oui, souvent. Ah oui, je comprends. Mais bon. Mais d'autres héros sur blague à part, c'est peut-être un robot, mais c'est un personnage qui aide à guérir la réalité, je pense. Oui, on en a bien besoin aujourd'hui. J'espère que tout à fait. C'est ce qu'on pourra voir en lisant ce livre. Sinon, sur un personnage, j'ai pas de personnage en tête prévu tout de suite, mais j'aimerais bien écrire sur Naoki Urasawa, justement, sur 20th Century Boys, sur la série dans son ensemble. Et je pense qu'il y a plein de choses à dire. Très bien, merci Nicolas. Merci.